monde. J'espère que vous allez bien m'entendre, il y a pas mal de bruit de fond. Alors effectivement, on va parler biotechnologie. Alors on n'est pas très loin de la chimie, parce qu'on est au village de la chimie. Et vous allez voir qu'il y a de la chimie dans la biotechnologie. Alors on parle de chimie, de biochimie par exemple. Donc c'est quoi les biotechnologies et à quoi ça sert? Ça c'est l'idée de la conférence. Et après je vous parlerai rapidement de l'école si vous avez des questions là-dessus. Mais nous avons un stand qui est juste là-bas avec 3 jeunes filles, 3 élèves qui pourront vous renseigner sur l'école. Alors, les biotechnologies, on en parle beaucoup. La racine, c'est bio. Là, on est dans le vivant. Et donc, les nouvelles technologies, ou les technologies de manière générale, adaptées au vivant. Alors, on parle beaucoup de biotechnologie rouge, puisque on a l'avantage dans ce secteur d'avoir plusieurs applications possibles. Une des grosses applications, c'est la santé. La santé, la pharma. Parce qu'aujourd'hui, alors... D'habitude, je dis quelque chose, mais je ne vais pas le dire ici. D'habitude, les entreprises de pharma, c'est des entreprises de chimie à la base. Maintenant, elles ont fait un petit virage vers justement la biotechnologie. C'est-à-dire qu'avant d'aller chercher des molécules chimiques pour faire des médicaments, maintenant, elles vont le chercher dans le vivant pour faire des médicaments ou des traitements. Donc, en fait, nous, à Subiotech, on forme des ingénieurs qui vont travailler, peuvent travailler sur des domaines comme la santé et la pharma. On ne forme pas de médecins. Si vous voulez être médecin, il faut faire des études universitaires. Par contre, si vous voulez travailler pour faire des nouveaux médicaments, travailler sur les vaccins, travailler sur la thérapie contre le cancer, les thérapies génétiques, tout ce qui a un rapport avec la santé, les biotechnologies, aujourd'hui, c'est la voie royale. Je vous donne quelques exemples ici. Donc, je vous ai parlé des médicaments. Je ne sais pas si on a un pointeur. Non. Des médicaments. Donc, du coup, vous avez dû entendre parler d'un petit truc qui s'appelle le vaccin ARN messager. C'est un truc qui s'est passé il y a quelques années. Là, c'est typiquement de la biotechnologie. Alors, l'ARN messager, on ne va pas refaire l'histoire, mais ça fait 60 ans qu'on travaille dessus. Et c'est vrai que pendant une crise, pendant une pandémie, des fois, on trouve des solutions plus rapidement. Et donc, là, pour le coup, cette plateforme, puisqu'on parle de plateforme, a été utilisée pour faire le premier vaccin Covid. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de 300 candidats vaccins qui sont étudiés sur cette plateforme-là. Et on parle des premiers vaccins anti-cancer qui sont déjà en phase d'essai. Alors, on est loin de vaincre le cancer encore, mais on avance, on progresse. Et imaginez-vous quand même qu'on a fait plus de progrès technologiques ces 50 dernières années que les 500 précédentes. C'est vrai. Imaginez les 50 suivantes. Imaginez à la vitesse à laquelle ça va aujourd'hui, les innovations technologiques. Et il y a un nouvel acteur qui est en train de modifier un peu le paysage de toutes les industries, c'est l'intelligence artificielle, l'IA. On utilise déjà l'IA dans les biotechnologies pour élaborer des nouveaux médicaments. Donc, à quelle vitesse on va aller à partir d'aujourd'hui, on le verra bien. Mais en tout cas, c'est vraiment prometteur. CRISPR-Cas9, vous avez déjà entendu parler de ça ou pas? Ça ressemble à une céréale. C'est pas une céréale, ça ressemble, en fait, c'est un outil extraordinaire. C'est un outil qui permet de modifier le génome d'une espèce. Donc, de modifier le patrimoine génétique. Donc, c'est un ciseau moléculaire. Alors, on peut le faire sur une espèce animale, on peut le faire sur des plantes, on peut le faire sur l'homme. En fait, on va prendre une séquence d'ADN qui est défectueuse et on va la remplacer par une autre. Ça, c'est la théorie. Donc pour les maladies génétiques, c'est très bien. Donc c'est un outil en plus qui est à moitié français, puisque c'est Jennifer Doudna, une américaine, et Emmanuel Charpentier qui ont mis en place cette solution. Elles ont eu un prix Nobel pour cela. Et en fait aujourd'hui, c'est un outil qu'on utilise de plus en plus, notamment dans l'agroalimentaire. Alors, il y a un mot quand même qu'il faut maintenant retenir quand on travaille dans les biotechnologies, c'est l'éthique. L'éthique, en fait, c'est le respect de certaines règles. Et forcément, quand on touche au vivant, on est obligé de respecter des règles. Donc là, avec cet outil-là, par exemple, il y a un exemple assez connu qui s'est passé il y a maintenant 6 ans en Chine. C'est un professeur qui a utilisé, au tout début, cette technologie, CRISPR-Cas9, pour opérer une dame qui était enceinte. Et il a en fait modifié le patrimoine génétique des fœtus qu'elle portait. C'était 2 jumelles, parce que le papa était séropositif. L'idée, c'était de couper l'ADN qui allait synthétiser pour avoir le virus du sida. Donc en enlevant ça, il a permis, entre guillemets, à ces jeunes filles de ne jamais avoir le sida. Sauf que la nature ayant horreur du vide, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Quelles sont les implications? Donc il a fait quelque chose dont il n'avait pas le droit. Et donc du coup, ça s'est terminé, il est allé en prison. Ce que sont devenues les jumelles, on ne le sait pas aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, c'est un exemple très concret de faire attention. Alors, aujourd'hui, quand on forme des ingénieurs à Subiotech, on fait vraiment attention de leur donner cette responsabilité, puisque, en plus de tous les cours scientifiques qu'ils peuvent avoir, ils ont des cours de sciences humaines et sociales, notamment des cours d'éthique. On avance dans les exemples. Là, on est presque dans la science-fiction. Donc, vous avez peut-être entendu parler du cœur Carmat. C'est un cœur artificiel, français aussi. Donc, synthétique, mais bien sûr, à vocation biologique. Puisque l'idée de ce cœur, c'est de permettre à des patients qui sont en attente de greffe d'avoir toujours un cœur qui fonctionne.
Maintenant, l'idée de Carmat, c'est de pérenniser ce cœur. Une fois qu'il est implanté, de le garder à vie. Donc ça veut dire qu'on peut changer un organe déficient. Pareil, on pourrait imaginer de faire ça avec des poumons, avec le foie, avec la rate, les reins. Finalement, tous les organes qu'on pourrait changer, on pourrait le faire bientôt. Là, c'est pareil, vous avez un œil, donc grâce à un principe qui s'appelle le biomimétisme, qui est d'observer ce qui se fait dans la nature afin de le reproduire pour l'homme. On est capable aujourd'hui, alors on est encore loin de rendre la vision à des gens qui sont aveugles, mais on est capable de leur permettre de voir des formes, des couleurs, de la lumière. Là aussi, avec le traitement du signal qu'on peut améliorer avec l'intelligence artificielle, on peut imaginer qu'on va faire des très gros progrès dans les prochaines années. Les prothèses, c'est pareil, ce sont des membres synthétiques, mais ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est de les relier au cerveau directement, afin que ce soit le cerveau qui donne l'ordre à la prothèse de bouger. Vous avez peut-être vu cet Américain, il y a 3-4 ans, qui a réussi à marcher. Il avait 2 prothèses de jambes, et c'est lui qui a impulsé l'ordre à ses jambes de fonctionner. Donc, on est encore une fois sur une amélioration quotidienne, mais on va doucement, mais on avance. Et là, vous voyez, c'est une oreille, c'est une vraie oreille. C'est une oreille qui a été bio-imprimée. Vous savez qu'on peut bio-imprimer des choses maintenant. On prend des cellules, on met dans une imprimante 3D et on bio-imprime. On a même bio-imprimé un cœur il y a quelques années. Alors, ce qu'on ne sait pas encore tout à fait faire, c'est de vasculariser ces nouveaux organes. Mais là aussi, on peut imaginer que dans les années à venir, on pourra, à partir de propres cellules d'un patient, lui bio-imprimer un organe pour le transformer, enfin pour le changer. Donc vraiment, la médecine va subir, et comme elle a déjà subi depuis quelques années, une transformation technologique, tout ça au service du patient, bien sûr, avec des avancées qui vont aller de plus en plus loin. Donc ça, c'était pour la santé, donc ce qu'on appelle les biotechnologies rouges. Mais l'avantage, je vous l'ai dit, des biotechnologies, c'est qu'on les retrouve partout. Quand vous ouvrez votre frigidaire, vous êtes dans les biotechnologies, puisque l'agroalimentaire, utiliser le vivant, c'est les biotech. Il y a 5000 ans, les Égyptiens, ils faisaient déjà des biotechnologies en faisant de la fermentation. C'est-à-dire qu'ils prenaient l'état naturel d'un aliment, d'une bactérie, et puis ils le transformaient pour arriver à un nouveau produit. C'est exactement ça, la biotechnologie. Donc aujourd'hui, on est capable d'utiliser pas mal de choses. Donc déjà, 70% de la planète est recouverte d'eau. Donc il y a des océans, et dans ces océans, il y a des êtres vivants, des micro-organismes, des algues, qu'on est capable déjà d'utiliser. Vous avez peut-être entendu parler de la spiruline. La spiruline, on est capable de l'utiliser pour faire des compléments alimentaires. L'idée quand même, c'est de nourrir une population qui est de plus en plus importante. On est sur 10 milliards d'habitants d'ici quelques années. Il faut vraiment nourrir cette population et faire en sorte qu'elle ait accès à la nourriture. Autre exemple très concret, aujourd'hui, on a besoin de protéines. Cet apport protéinique, on va le chercher où? Dans la viande. Alors, il y a tout un débat là-dessus, notamment il y a la souffrance animale, il y a l'élevage intensif, il y a tout aussi la pollution que ça engendre. On est aujourd'hui capable d'amener cette même dose de protéines à travers des protéines végétales. Donc, on fait pousser finalement des protéines et on est capable de remplacer donc cette source protéinique par des protéines végétales. Donc, ça aussi, c'est un travail des biotechnologies. L'amélioration du rendement des cultures et des élevages, là aussi, là on va parler des organismes génétiquement modifiés, c'est-à-dire qu'on va changer l'ADN d'une plante pour qu'elle pousse plus vite, qu'elle ait un meilleur rendement, qu'elle puisse pousser dans des sols, par exemple, arides. Je vous donne un autre exemple, c'est celui du riz doré. En fait, 1 milliard de personnes aujourd'hui sur Terre ne mangent que du riz. C'est la seule nourriture auquel ils ont accès. Donc le riz a certaines propriétés, mais il a aussi beaucoup de carences, notamment des carences en vitamine A. Et en fait, les carences en vitamine A, c'est beaucoup de mortalité infantile, c'est des problèmes de vision. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé en fait l'ADN du plant de riz pour lui introduire ce qu'on appelle des caroténoïdes, qui vont permettre, une fois qu'elles sont ingérées, de produire de la vitamine A. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut aider des millions de personnes à travers les biotechnologies pour leur donner des choses auxquelles elles n'ont pas accès. Vous avez probablement déjà mangé des yaourts au bifidus actif, vous savez, les yaourts Activia. Le bien qui vous fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Ça vous dit, ça vous parle? Eh bien, ces yaourts, vous n'allez pas les acheter en pharmacie, vous allez les acheter en grande surface. Par contre, ce sont des yaourts qui ont été boostés. On leur a ajouté des probiotiques. C'est quoi les probiotiques? Ce sont des millions de bactéries qui vont permettre de réguler votre flore intestinale. Et cette flore intestinale va vous permettre d'avoir un meilleur métabolisme. C'est ce qu'on appelle des alicaments, contraction du mot aliment et médicament. Vous vous soignez en mangeant. On continue. Les biotechnologies, c'est aussi l'environnement. L'environnement, la planète ne va pas très bien. Donc on se dit, est-ce que les biotechnologies peuvent aider à rendre cette planète un peu plus vivable? Oui. Pourquoi? Parce que, notamment dans le traitement des déchets et des eaux usées, dans tout ce qui est pollution, on a identifié un certain nombre de bactéries qui sont capables aujourd'hui de manger, d'ingérer naturellement ces déchets.
Alors, je vous donne un exemple. Vous avez, vous savez, ce fameux 6e continent qui dérive sur les océans, qui est composé de PVC. Vous savez, tous les déchets, toutes les bouteilles qui sont regroupées à cause des courants marins. Un des projets les plus aboutis aujourd'hui, c'est une petite bactérie, dont j'ai oublié le nom scientifique, mais qui a cette propriété naturelle de manger le PVC. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de la booster, cette bactérie, génétiquement, pour qu'elle le fasse plus vite, parce que le processus est assez long aujourd'hui. Mais si on arrive à la booster génétiquement, si on arrive à lui donner cette capacité à digérer très rapidement le PVC, ça peut être une solution pour faire disparaître ce 6e continent. Vous avez aussi la possibilité de faire maintenant de l'essence à partir de déchets agricoles, ce qu'on appelle les biocarburants. Alors c'est une des solutions pour s'affranchir un jour des produits pétroliers. Ce n'est pas la seule solution. On parle beaucoup aujourd'hui de voitures électriques, de voitures à hydrogène. Mais sachez qu'il y a déjà une 3e génération de biocarburants qui est opérationnelle. C'est-à-dire qu'on prend des déchets agricoles, ça peut être des déchets de betterave, ça peut être des déchets de maïs. On les transforme en éthanol et ça nous permet de faire rouler des véhicules beaucoup plus naturellement. Vous avez peut-être des bus que vous voyez, il y a marqué « Je roule au colza ». C'est ça en fait, des biocarburants. Et puis d'une manière générale, vous avez ce qu'on appelle la bioéconomie. Alors c'est quoi? C'est une économie qui est en train de se développer justement autour de l'utilisation de ces matières premières, ces ressources naturelles qu'on a, ces déchets, et qu'on peut réutiliser. Je vais vous montrer quelques photos que j'ai faites à un congrès de biotechnologie à Vienne. Et en fait, voilà, ce sont des exemples de produits de la bioéconomie. Ce café, par exemple, il a été fait à base de champignons. Alors moi j'ai eu l'occasion de le goûter, ce café, il était tout à fait consommable. Pareil, j'ai goûté ces chips qui sont faites à partir d'algues. Je vous ai dit, il y a une matière énorme dans les océans qu'on commence à peine à pouvoir étudier et utiliser. Là, ce sont des instruments qui ont été faits à base d'amidon. Mais moi, ce qui m'a vraiment étonné, mais sidéré même, c'est ces chaussures. Cette chaussure-là, qui ressemble à une chaussure normale, avec une semelle, avec des lacets, elle est entièrement faite en cactus. Il n'y a pas un gramme de cuir animal, il n'y a pas un gramme de plastique, il n'y a rien. Et en fait, ce qui est étonnant, parce que j'ai eu l'occasion de la prendre en main, alors je ne l'ai pas mise au pied, mais elle a la texture d'une vraie chaussure, d'une chaussure normale. On ne se rendait pas compte, si on ne m'avait pas dit que c'était une chaussure en cactus, je ne l'aurais pas deviné tout seul. Pareil pour cette espadrille qui est totalement faite en cuir d'ananas. Et là, on retrouve la souplesse de toutes les espadrilles également. Et cette robe, totalement faite, pareil, pas un gramme de textile, que de l'eucalyptus. Et elle a un toucher qui est extrêmement soyeux. Je vous rappelle que faire un jean aujourd'hui, ça coûte à peu près 400 litres d'eau, en termes de pollution. Donc là, on est vraiment dans l'utilisation de matières qui existent déjà. Donc on essaye de ne pas recréer de pollution, mais d'utiliser déjà les déchets qu'on a. Vous savez, la fameuse loi de Lavoisier, parce qu'on est dans la chimie, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Donc ça, c'est la bioéconomie. Enfin, une autre application, et là on se rapproche aussi de la chimie, parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques dans les cosmétiques, mais on essaye petit à petit de remplacer cette chimie par des produits naturels, ce qu'on appelle les produits biosourcés. C'est-à-dire on va chercher dans la nature les ingrédients actifs qui vont permettre d'avoir les résultats escomptés. Alors vous avez peut-être sur votre téléphone une application qui s'appelle Yuka. Vous savez, c'est une application qui vous permet de voir quels sont les composés du produit que vous allez manger ou que vous allez utiliser en cosmétique. Ça a fait son chemin aussi dans les industries de cosmétiques. Et donc, en fait, aujourd'hui, là, comme le secteur pharmaceutique, la chimie est en train de faire un peu sa mue et se tourner de plus en plus vers la biotechnologie pour faire des nouveaux produits cosmétiques que vous allez pouvoir utiliser, des produits naturels, la cosmétique verte, en fait. C'est vraiment quelque chose d'énorme. On a parlé des probiotiques dans les yaourts, mais les probiotiques, sachez qu'on peut aussi les mettre sur la peau. Ça a un effet très bénéfique sur la peau, donc on a aujourd'hui des nouveaux produits cosmétiques à partir de probiotiques, donc des bactéries qui vont vraiment se mettre sur votre peau et rendre votre peau plus belle. Et puis là, il y a un secteur qui est énorme, alors qui ne touche pas tout le monde dans la salle aujourd'hui, mais qui va bientôt toucher tout le monde, qui est la lutte contre le vieillissement. Donc on a vu qu'on allait vivre plus vieux grâce aux biotechnologies, puisqu'on va remplacer petit à petit nos organes déficients. Mais on veut vivre dans les meilleures conditions. Et en fait, regardez les pubs à la télé des produits cosmétiques, anti-âge, anti-cerne, anti-rides. En fait, on a découvert, depuis qu'on a identifié l'ADN, qu'on avait des gènes qui étaient responsables de l'expression du vieillissement. Alors, on n'est pas capable aujourd'hui d'arrêter le vieillissement, on n'est pas capable de l'inverser,
en tout cas aujourd'hui, mais on est capable d'agir sur les effets du vieillissement. Et en fait, on sait que le corps humain, naturellement, se protège contre le vieillissement. Et vous avez donc des mots aujourd'hui qui sont dans nos expressions courantes, comme les antioxydants, comme les caroténoïdes. En fait, on est capable aujourd'hui de synthétiser ce que fait le corps naturellement pour se défendre. Et une fois qu'on a synthétisé cette défense contre le vieillissement, on est capable de l'ajouter à des nouveaux produits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a vraiment un marché énorme dans les produits cosmétiques sur les produits anti-âge. Dernière application très concrète, je vous ai parlé de bioimpression. Ce qu'on maîtrise assez bien aujourd'hui, qui est déjà utilisé, c'est la bioimpression de la peau artificielle. Donc on va prendre de la peau, on va prendre des cellules et on va bioimprimer de la peau. Donc l'application principale, bien sûr, c'est pour les grands brûlés, puisque là, il n'y aura pas de risque de rejet. Vous savez qu'avant, en cas de brûlure, on essayait de trouver un morceau de peau qui n'était pas brûlé pour le greffer, afin qu'il n'y ait pas de rejet. Là, on va pouvoir vraiment confectionner de la peau à mesure. Autre application très intéressante, c'est sur les tests des produits cosmétiques. Vous savez qu'avant de commercialiser un produit cosmétique, il faut le tester. Avant, beaucoup de tests étaient faits sur les animaux. Heureusement, c'est de plus en plus interdit. Et là, il faut quand même les tester. Donc, on peut les tester maintenant sur de la peau synthétique humaine. Donc, vous avez vu, la santé, l'agroalimentaire, la cosmétique, l'environnement, finalement, les biotechnologies vous accueillent et vous accompagnent du matin au soir dans votre vie de tous les jours. Ce qui fait que ça crée beaucoup de métiers derrière. Alors on va voir un peu maintenant, on va s'intéresser aux métiers qu'on peut faire dans les biotech. Alors déjà, qu'est-ce qu'attend une entreprise d'un futur ingénieur en biotechnologie et d'une manière générale d'un ingénieur qu'il va recruter? Il attend. Nous, on fait chaque année à Subbiotech, tous les 2 ans, on demande à l'Ipsos de nous faire un panorama des biotech et des métiers dans les biotech et de voir un peu quels sont les besoins des entreprises. Donc, on leur a demandé à ces entreprises quelles étaient les compétences qu'elles attendaient d'un jeune diplômé. Donc, ils avaient plusieurs possibilités de répondre, mais le duo gagnant, c'est l'esprit d'initiative et la bonne capacité à s'intégrer à une équipe. C'est exactement ça un ingénieur. Un ingénieur va travailler en mode projet, il va travailler en équipe, il va résoudre des problèmes, il va toute sa vie chercher à innover. La différence entre un ingénieur et un chercheur, vous la connaissez? C'est pas une blague, c'est pas une devinette. L'ingénieur, le chercheur, il va chercher. Et il va trouver de temps en temps, il va faire avancer son champ de recherche. On ne va pas lui demander forcément d'arriver à un produit fini. Par contre, l'ingénieur, lui, il va partir d'une idée, d'un concept, peut-être amené par le chercheur, pour arriver à un produit fini. Lui, il a une vocation à faire des choses utiles pour l'homme. Vos téléphones portables, les vaccins, les ponts, les chaussées, tout ce qu'on voit, c'est le travail d'ingénieur, c'est du tangible. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est utilisable et qui va améliorer le quotidien de l'homme. Voilà, donc l'ingénieur, lui, il va travailler toute sa vie à créer des projets innovants et à créer des innovations qui vont permettre de faire avancer l'homme. La bonne capacité à apprendre dans l'entreprise, le bon niveau de compétences, de culture scientifique, ça c'est effectivement ce qu'on va vous demander si vous sortez d'une école d'ingénieur. C'est tout ce qu'on appelle le côté connaissance, le côté science qui est extrêmement important. Et enfin, l'esprit d'ouverture à l'international et la connaissance du monde de l'entreprise. Oui, parce que, petite parenthèse, si vous voulez travailler dans les biotech, il faut parler anglais. C'est la langue des sciences et c'est pour ça que les cours sont donnés en anglais à Subbiotech par exemple, mais c'est d'une manière générale, même si vous travaillez en France, au fin fond de la Creuse, dans une toute petite société de biotech, vous ferez de l'anglais tous les jours. Donc le secteur des biotechnologies aujourd'hui, c'est un secteur qui va très bien. Pourquoi ? Déjà, il a très bien traversé la crise Covid, puisque on a parlé des vaccins et puis d'une manière générale la santé. Et aujourd'hui, c'est vraiment un secteur qui embauche. Nous, on le voit, tous nos étudiants sont embauchés pratiquement avant la fin de leur cursus. Donc ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce que fait un secteur qui va bien? Il embauche. Donc les besoins importants, ils sont en ingénieurs, donc des Bac+5, des Bac+2 techniciens, des assistants ingénieurs. Donc ça, c'est les nouveaux diplômes qu'on voit émerger, notamment les bachelors. Bac+3, ce sont des profils qui peuvent aller travailler très rapidement. Et puis, on peut aussi faire de la recherche quand on est ingénieur, puisque un diplôme d'ingénieur peut vous amener vers un doctorat. On a à peu près 15% de nos élèves qui veulent poursuivre en doctorat après. Donc, les entreprises embauchent des ingénieurs, des techniciens, des assistants ingénieurs. Bon, là, c'est une petite slide sur justement, qu'est-ce qu'on fait après Subbiotech. Donc, c'est vrai que le secteur de la santé, aujourd'hui, il est extrêmement représenté dans les biotech.
Pourquoi? Parce que déjà, l'Île-de-France est une région où il y a beaucoup de demandes en santé. Nous, on est situé à Villejuif et à Lyon, autre grande ville des biotech. Et en fait, ne serait-ce que dans la rue où on est, nous, à Villejuif. Donc Villejuif, vous savez, c'est la ville du cancer. Hein. C'est l'Institut Gustave Roussy qui est en train d'être agrandi. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de s'installer. Et puis, ben, dans la rue où on est, la rue Guy Môquet, vous avez l'Association de la recherche contre le cancer. Vous avez une trentaine d'entreprises qui sont installées pour faire de la biotech. Donc c'est vrai que des fois, nos étudiants n'ont pas beaucoup de chemin à faire pour aller travailler. Mais vous avez vu, c'est aussi l'agroalimentaire, la cosmétique, l'environnement. Alors, c'est très promo-dépendant. En fait, ils choisissent ce qu'ils ont envie de faire. Donc, la santé est toujours en avant. Mais là, par exemple, sur la promo d'après, je sais que l'environnement était revenu en deuxième position. Ça dépend des années, en fait. Donc, la recherche et le développement, il y a 3 grandes familles de métiers, en fait, dans les biotechnologies. La recherche et le développement, c'est un peu l'image qu'on a du laboratoire, de la paillasse. C'est là où on va chercher, justement, des nouveaux produits. Donc, des nouveaux médicaments, des nouveaux produits alimentaires, des nouveaux produits cosmétiques. Une fois qu'on a trouvé, il faut passer à la phase industrielle, c'est-à-dire faire à grande échelle ce qu'on a fait dans le laboratoire. Ça, c'est la deuxième famille de métiers, bioproduction et qualité. Et puis après, il faut valoriser ce produit. Mais tout en étant un scientifique, il faut savoir le vendre. Donc on peut faire du marketing, mais attention, toujours avec cette casquette scientifique. Si vous voulez travailler chez L'Oréal, par exemple, qui est juste à côté, je pense que faire une école d'ingénieur en biotech ou en chimie va vous ouvrir pas mal de portes si vous voulez être chef de produit, plutôt qu'une école de commerce aujourd'hui. Voilà. Tiens, les débouchés sont là, donc je les avais mis là. Recherche et développement, bioproduction, qualité, donc procédé. Donc, parce que quand on produit à grande échelle, on fait aussi de la qualité forcément. Et puis marketing et management des produits. Après, il y a des métiers ou des secteurs qui sont en plein développement. On a parlé d'intelligence artificielle. Donc la bioinformatique, tout ce qui est traitement des données, c'est extrêmement important. On crée là, cette année un master en biotechnologie et intelligence artificielle, qui est le premier en France. Donc là, on est vraiment encore aussi à innover. Et puis, vous voyez, on peut avoir des métiers aussi dans le cadre de la double compétence. On travaille beaucoup avec la NASA. L'année dernière, la NASA est venue nous voir parce qu'en fait, ils avaient besoin de cellules. Nous, on a un laboratoire qui s'appelle Celtex, qui fait ce qu'on appelle des organoïdes. C'est quoi des organoïdes? C'est des reproductions de certains organes, mais à l'échelle de la cellule. Donc je disais, la NASA est venue nous chercher parce qu'ils avaient besoin de mini-cerveaux. Et nous, notre laboratoire, il fait des mini-cerveaux. Et en fait, ils ont envoyé nos mini-cerveaux dans la station spatiale. Ils les ont laissés 1 mois pour voir un peu l'évolution qu'ils avaient. Parce que vous savez qu'on veut voyager loin, notamment sur Mars, et il faut voir l'impact de l'espace sur les cerveaux. Et à ce titre, on a un ancien étudiant qui s'appelle Cyprien Verseux, qui sera peut-être un des premiers astronautes à partir sur une mission Mars, puisque lui, ça fait très longtemps qu'il travaille avec la NASA. Il travaille sur un projet qui est de faire pousser des aliments sur le sol martien, en fait. Il est astrobiologiste. Hop. Voilà, bon, après des anciens, on en a 1400. En fait, quand vous cherchez une formation, moi, je vous invite à aller sur LinkedIn. Vous connaissez LinkedIn. Tapez le nom de l'école, la formation, et vous verrez ce que sont devenus les anciens. C'est toujours intéressant de voir ce qu'on peut faire. Là, voilà, on a qui travaille dans l'environnement, l'agro. On peut créer sa société, puisqu'on a un programme de recherche et de projets innovants qui dure 4 ans à Subbiotech. Et souvent, les élèves, quand ils ont créé cette innovation dans les biotech, ils ne veulent pas la lâcher. Ils créent une entreprise derrière. En l'occurrence, Naomi et Héloïse ont créé une entreprise qui marche très bien aujourd'hui, qui s'appelle STH Biotech. En fait, ils utilisent les propriétés de la molécule CBD, mais à fin thérapeutique. Voilà, donc je vous disais très rapidement, on est donc à Villejuif, Paris, donc, et à Lyon. Et donc, nous, on propose un cycle d'ingénieur en 5 ans, avec donc toute la partie ingénieur en anglais. On peut même faire le cycle préparatoire en français, avec bien sûr aussi l'alternance possible dès le cycle ingénieur. Et donc le bachelor en 3 ans, qui est un programme plus court, qui donc c'est bien sûr des titres ingénieurs homologués par l'État, des titres CTI. Pareil pour bachelor, c'est un programme de licence, c'est un grade de licence. Et puis voilà, donc les cours que peuvent avoir nos étudiants, ils font des mathématiques, de la physique. Alors en prépa, on fait des maths et de la physique, même si on est une école de bio, la biologie, de la biochimie, de l'anglais bien sûr, de la biodiversité. Voilà, je vous donne ça. Alors, on est très ouvert sur l'international, c'est évident, puisqu'on a un programme d'échange. Quand vous faites une école d'ingénieur, vous êtes obligé de partir à l'étranger. Nous, on a un semestre d'études obligatoires qui arrive en début de cycle ingénieur. Donc on a aujourd'hui plus de 100 universités partenaires. Alors on peut rester en Europe, dans le cadre du programme Erasmus. On peut aller en Amérique du Sud, en Amérique. Alors sur cette carte, il y a bien sûr des destinations qu'on a laissé tomber pour l'instant. On n'y va plus, on arrête.
La Corée du Nord, on a arrêté aussi parce qu'ils ne revenaient pas. Donc voilà, mais sinon, il y a quand même pas mal de choses à faire. Et puis, c'est aussi une vie étudiante. Donc là, je vous laisse, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, on a nos étudiantes qui sont là, hein, vous parlez un peu de la vie étudiante, parce que c'est important, c'est 5 ans d'études, si vous rentrez post-bac. C'est aussi se forger un réseau. On a le réseau des anciens, bien sûr, mais c'est aussi se forger un réseau amical et peut-être professionnel pour l'avenir. On a une vie d'école qui est assez importante, avec des événements hein, comme le week-end d'intégration, le voyage au ski, la Saint-Valentin, la barbecue, enfin voilà. Ils font quand même pas mal de choses, et c'est important parce que ça permet de mélanger les promotions également. Alors juste vous recontextualiser Subbiotech, on fait partie d'un grand groupe qui est le groupe Ionis Education Group. Donc il y a beaucoup d'écoles, il y a notamment 4 écoles d'ingénieurs, Subbiotech, l'EPITA qui est une école d'ingénieurs en informatique, l'IPSA en aéronautique et l'ESME qui est une école généraliste qui sont regroupées sous la bannière du concours Advance si jamais vous souhaitez rentrer. Donc on peut rentrer post-bac. Quand on est en terminale, donc c'est sur Parcoursup, c'est maintenant. Et puis aussi ce qu'on appelle les admissions parallèles. Donc vous avez commencé une formation post-bac. Alors si pour Subbiotech, elle est dans les sciences du vivant, vous pouvez venir nous voir en disant voilà, j'ai fait une licence, j'ai fait un BUT, j'ai fait un BTS. Et vous pouvez rentrer soit en première, en deuxième année de prépa, ou même en première année école d'ingé. Et là aussi, c'est actuellement. Et puis sinon, il y a des écoles de commerce, il y a des écoles de sport, il y a des écoles de... Voilà. Je vous donne un exemple. Hein. L'avantage d'un grand groupe, c'est par exemple, il y a des synergies. Nous, nos étudiants, ils avaient un projet. En fait, leur idée, c'était de prendre des bactéries, de les sélectionner et de les envoyer dans les nuages pour faire pleuvoir ces nuages, pour créer une réaction dans les nuages. Donc, l'équipe a identifié la bactérie. Par contre, il fallait l'envoyer dans les nuages. Donc, ils avaient besoin d'une fusée. Ça, ils ne savent pas faire une fusée. Ils sont allés voir leurs camarades de l'IPSA, donc qui est une école d'aéronautique et d'aérospatiale. Et eux, ils savent faire des fusées. Donc ils ont fait la fusée pour Subbiotech, ils ont mis les bactéries dans la fusée et ils ont envoyé la fusée dans les nuages. Et c'est pour ça que ça fait 1 an qu'il pleut. Parce que ça a super bien marché et en fait on a complètement déréglé le climat. Non, en fait ça n'a pas marché du tout, il n'y a pas eu de réaction escomptée, mais en fait pour le coup, vous voyez, ils sont allés au moins jusqu'au bout de leur projet. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai terminé. Donc le concours Advance, je ne vais pas m'attarder, hein, donc c'est un concours terminal. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, il y a le stand qui est juste là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.